de Pontoise. Reportage avec les grévistes sur place. Ancienne membre de la majorité municipale de Sannois, elle mène maintenant campagne au sein de l'opposition. Célia Jacques-Léger est avec nous dans un instant. Votre chronique sport du lundi. Et puis côté météo, c'est une petite pluie qui couvrira tout le territoire demain. Côté température, comptez 4 en minimal, 10 en maximal. Un automobiliste de 42 ans est mort après un carambolage sur la bande d'arrêt d'urgence dimanche soir à hauteur de Saint-Ouen-l'Aumône dans le sens Cergy-Paris. Arrêté pour une raison encore inconnue, son véhicule a été percuté par plusieurs voitures. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime est décédée sur place. 2 autres personnes en état de choc ont été hospitalisées à Argenteuil en urgence relative. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Une nouvelle intoxication au monoxyde de carbone à Garges-les-Gonesse. Samedi soir, c'est une famille qui en a été victime dans un pavillon dans la rue de Francis-Bazin. En raison d'une chaudière défectueuse, 2 adultes et 2 adolescents pris de malaise ont été pris en charge par les pompiers puis transportés en urgence relative à l'hôpital des Gonesse. Et oui, quelques rappels évidemment, ne pas oublier de faire réviser ces appareils pour éviter justement les intoxications au monoxyde de carbone. Silence et émotion dans les rues de Bellefontaine. Près de 350 habitants ont marché samedi en hommage à Mehdi Charny, mécanicien poids lourd de 42 ans abattu de 7 balles en octobre dernier. Le cortège parti de la mairie jusqu'au lieu du drame a réuni familles, proches et riverains autour d'une même banderole. Un acte gratuit, une famille détruite. Justice pour Mehdi, très apprécié dans le village pour sa gentillesse et sa disponibilité. Ce père de famille a été tué à l'issue d'un conflit de voisinage. Un suspect a depuis été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. La famille a tenu à rappeler que cette marche n'était ni un appel à la haine ni à la vengeance, mais un moment de mémoire et de dignité dans l'attente d'un long combat judiciaire pour que la justice fasse toute la lumière sur ce drame. 2 sapeurs-pompiers du Val d'Oise ont porté plainte après la découverte à 2 reprises de morceaux de jambon couverts d'inscriptions racistes et islamophobes dans leur placard personnel. Les faits se sont produits au sein d'un centre de secours, provoquant une vive réaction du syndicat CGT 1095 qui dénonce des actes d'une gravité exceptionnelle et exige des suites judiciaires. Le syndicat réclame la protection fonctionnelle pour les victimes et un signalement au procureur, rappelant que les pompiers portent secours à tous sans distinction. CGT 1095 qui ne s'est pas plus exprimé à ce sujet malgré nos demandes. La nouvelle a été brutale pour les salariés de cette usine située à Puiseux-Pontoise. Mercredi dernier, ils ont appris brusquement que leur entreprise fermera d'ici la fin de l'année. Les plus de 130 salariés de l'entreprise Lizy Automotive sont sous le choc. Reportage d'Orimens. À Puiseux-Pontoise, ces salariés se relaient sur le piquet de grève depuis mercredi. Ils sont désemparés par la brutalité de l'annonce de fermeture de leur entreprise. Elle nous a été exposée au travers d'un PowerPoint mercredi dernier. Et aucune empathie envers nous. On nous a utilisé juste avant les fêtes de Noël pour nous faire croire un chiffre d'affaires important sur le site. Or, toute cette productivité que nous avons réalisée, c'était pour assurer un stock et assurer le transfert de nos compétences sur les usines de Tanger et en Hongrie. Leur entreprise est pourtant une référence historique dans le secteur. Cette société, elle existe, c'est un site historique, elle existe depuis les années 58. C'est un site qui a été racheté par Lizy début d'année 2000 et avant qui s'appelait Rapide SA. C'est un site familial qui fait vivre toute une région. Parmi les salariés, certains ont plusieurs décennies d'ancienneté. Pour eux, la fermeture suscite l'incompréhension au vu de leur investissement et de leur fidélité vis-à-vis de l'entreprise. 19 ans que je travaille pour le groupe Lizy et j'ai su m'adapter à différentes fonctions au sein de l'entreprise. J'ai su me remettre en question et aujourd'hui c'est le désarroi, c'est la fermeture. On est bouche bée. 135 salariés sur le carreau, 135 familles impactées et une incompréhension. Selon les salariés, l'entreprise fermerait pour abaisser les coûts malgré le fait qu'elle soit rentable. Alors, ce qu'il faut bien signaler aussi dans les cas des employés de Lizy, c'est que la société ne ferme pas, elle est délocalisée où la main-d'œuvre est moins chère justement pour faire du profit supplémentaire. Les gens ici qui ont travaillé ici, ils ont formé les gens au Maroc en fait, et c'est là où la société va délocaliser pour du coup faire du profit supplémentaire. Alors on parle de réindustrialiser la France, mais au final on ne fait que désindustrialiser. Alors on dit que les gens veulent pas travailler, mais là on a des gens aussi aujourd'hui qui veulent travailler, ils veulent pas de licenciement ou quoi, ils veulent travailler. Mais du coup on les empêche parce qu'on enlève la société et on l'emmène au Maroc où les salaires sont moins hauts, tout simplement. À ce stade, les salariés ne voient pas d'issue favorable. Sur le fait de garder le site, ouais, je pense que ça c'est cuit. Je pense que c'est bien mûri depuis des années dans leur tête. J'ai peu d'espoir là-dessus. Quand ils ont décidé de fermer, ils ont décidé de fermer. Je pense que là, on pourra toujours se battre pour essayer de garder l'outil, mais maintenant, ce sera pour se battre pour les copains, pour qu'ils récupèrent le maximum possible, pour pouvoir se retourner et retrouver du travail dans de bonnes conditions.
Et des négociations sont prévues avec les syndicats et la direction de l'entreprise à partir de mercredi. Un reportage d'Henri Menz, ancienne membre de la majorité municipale de Sannois. Depuis 2023, elle mène campagne au sein de l'opposition. Célia Jacquet-Léger, bonsoir. Bonsoir, merci à vous Théo Guido de nous avoir invités ce soir. Bienvenue sur RGB. On l'a dit, vous étiez aux côtés de Bernard Jamet pendant presque 10 ans. Qu'est-ce qui vous a fait partir ? Un changement de politique. Il se trouve qu'en 2020, nous nous sommes présentés avec une liste sans étiquette et une certaine diversité effectivement au sein de notre groupe. Et puis finalement, sans nous en prévenir, M. Jamet a pris des orientations assez extrême, j'ose le dire, même si pour cela on peut me donner des sobriquets, monsieur Jamet a pu le faire, mais je pense qu'il faut pouvoir dire qu'un chat est un chat. Prendre l'orientation de monsieur Zemmour n'était pas du tout le choix de notre équipe, et nous l'avons su par des tiers et même pas par monsieur Jamet. C'est votre choix, vous n'avez pas l'idée, c'était on ne soutiendra pas Éric Zemmour. Moi, je n'ai jamais soutenu monsieur Zemmour, je l'ai toujours affirmé à monsieur Jamet, et je lui ai dit à quel point j'étais déçue de cette orientation. Aujourd'hui, vous partez avec une liste nouvelle, avec une volonté de faire autre chose. Cette liste, c'est Sannois à vivre. Qu'est-ce qui est à faire selon vous ? Il y a beaucoup à faire. D'abord, on veut faire une rupture de méthode. Aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre du débat démocratique, il faut remettre de la participation citoyenne. Moi, je ne peux plus supporter des réunions informatives sur les projets, mais il faut bien faire des réunions de concertation. On travaille pour les habitants et avec les habitants. En vérité, ce sont les gens qui vivent la ville, qui savent le mieux ce dont ils ont besoin. Et c'est à nous, politiques, de devoir le mettre en œuvre avec les contraintes effectivement techniques. Et pour cela, nous sommes entourés des agents qui connaissent aussi très bien leur métier. Nous sommes un maillon, un rouage, un lien, mais absolument pas ceux qui savent absolument. On peut avoir beaucoup de compétences et bien sûr, effectivement, j'en ai développé certaines. Mais moi, je veux le dire, je ne suis pas une experte dans tous les domaines. Il faut savoir écouter. Pourquoi avoir attendu 9 ans pour faire ce constat ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là de partir ? Puisque vous avez quand même passé 9 ans au sein de cette majorité de Bernard Jamet. Tout à fait, mais je vous dirais que le premier mandat, j'ai vraiment eu la possibilité de travailler, je ne peux pas dire le contraire. J'ai pu mener beaucoup de projets, l'ouverture d'un centre social, mais aussi la mise en place de transports adaptés pour les seniors, mais aussi l'ouverture de 2 nouvelles crèches, énormément de projets de ce type-là. Et j'espérais continuer sur la même lancée avec encore une équipe sans étiquette qui avait pour volonté de mener à bien des projets. Sauf qu'à partir de 2020, j'ai senti qu'il y avait un tournant. On n'était plus écoutés. Les projets étaient reportés. Monsieur le maire, effectivement, nous a assez rapidement dit qu'il comptait quitter la ville, tout simplement, et la motivation n'y était plus. Donc non seulement je n'arrivais plus à pouvoir travailler, ni à être écoutée, mais au plus les orientations ont changé. Voilà, pour lequel, effectivement, en 2023, il a fallu faire le constat que nous n'étions plus du tout sur la même ligne. Il y a une volonté quand même, et vous l'affichez, de vouloir se détacher aussi de ce bilan. Pour vous, il y a un bilan de monsieur Jamet, et il y a votre bilan à vous ? Tout à fait. Je pense que le bilan de ce dernier mandat, 2020 à 2026, est très décevant. Le programme était ambitieux, mais aujourd'hui, si on regarde bien, et nous l'avons fait avec notre équipe, on a regardé ce qu'il en était, à peine 20% du programme a été réalisé. Eh bien, ça, c'est pas un contrat. Effectivement, au premier mandat, à peu près 75% du programme avait été réalisé. Certes, parfois, on ne peut pas tout faire, c'est vrai. Mais entre 75% et 20%, il y a un cap. Et là, je pense que les Sannoisiens l'ont senti. On n'a pas suffisamment travaillé pour eux. C'est une élection qui est particulière à Sannois, beaucoup de listes candidates. Comment vous l'analysez ? Écoutez, je pense parce que peut-être que nous sommes plusieurs à faire ce même constat, peut-être qu'il y a aussi des ambitions personnelles, peut-être qu'il y a eu des situations où le maire s'est senti, a été mis un peu en difficulté, que ça a pu éveiller d'autres envies chez certaines personnes. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment réfléchi à cette candidature, sincèrement, parce que ce n'est pas simple de partir en campagne. J'en ai déjà fait l'expérience, c'est pas la première. Et je le fais en étant certaine que ce que nous proposons, c'est pour le coup vraiment ce qu'il y a de mieux pour la ville. On pourrait dire, moi je suis assez exigeante. Et c'est vrai que quand je regarde mon programme ou ce qu'on pourrait faire, c'est jamais suffisant pour moi. Mais en réalité, que quand je regarde effectivement le reste, je me dis non mais on est sur la bonne voie. Et c'est ça qu'il faut pouvoir motiver, accompagner et dire à tout le monde, il faut avancer dans cette voie. S'il y avait une chose à faire en grande priorité, on a parlé de changement de méthode de gouvernance, c'est quoi après vos grandes priorités ? Alors on a 3 grands axes, qui est tout d'abord de pouvoir faire un développement responsable sur la ville. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de construction. À mon avis, trop de construction.
pas assez qualitative et pas avec les services en face. On ne peut pas construire, faire venir des habitants sans proposer des services en face. Donc il faut pouvoir, à mon avis, calmer effectivement cette urbanisation et créer les services dont nous avons besoin. Et puis aujourd'hui, nous avons des vrais défis. Je pense que nous avons tous conscience qu'il va falloir que l'on change de paradigme. Il y a des défis climatiques. Qu'il ne faut pas négliger. Des défis aussi pour notre santé physique et mentale. Et donc aujourd'hui, il faut pouvoir penser à un urbanisme qui prend en compte les défis climatiques et qui l'intègre pleinement au programme. Et puis, nous avons aussi besoin de redynamiser la ville. Sincèrement, pour avoir écouté, avoir fait beaucoup de réunions sur le terrain, encore récemment avec les commerçants, avec les associations, ils ne se sentent pas entendus, ils ne sont pas soutenus. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent et beaucoup d'envie. Et la ville doit être là pour soutenir ce talent et cette envie. On ne fait pas seul. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Eh bien, il faut pouvoir redynamiser ça. Et enfin, il faut pouvoir aussi s'assurer que les gens se sentent en sécurité dans cette ville et donc travailler sur tout ce qui est aspect d'incivilité et sentiment de sécurité. On vous parle d'un policier municipal pour 1000 habitants, c'est ça votre ambition aujourd'hui ? Tout à fait, c'est les chiffres qui sont souhaitables pour une ville de 27 000 habitants pour pouvoir faire essentiellement beaucoup de prévention, beaucoup d'accompagnement de notre population et pouvoir intervenir à chaque fois qu'il y en a besoin. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, beaucoup d'habitants nous disent que quand ils appellent, il n'y a pas les effectifs et donc les gens ne peuvent pas se déplacer. Aussi bien notre police municipale que notre police nationale n'est pas suffisamment, et en nombre et en capacité d'intervenir, alors que je pense que dans le fond, ils le souhaiteraient. Il faut leur donner les moyens. Je voudrais qu'on parle de santé rapidement. Vous l'avez évoqué, mais je pense que c'est aussi le sujet central de cette campagne dans le Val d'Oise aujourd'hui, la santé. La relance d'un projet de maison de santé à Sannois, est-ce que ça va suffire pour répondre aux besoins qu'il y a en santé ? À mon sens, c'est pas suffisant. Il faut prendre à bras le corps le sujet santé par différents points. Et d'ailleurs, ce projet de maison de la santé, je l'avais déjà initié en 2017. C'est pas un sujet qui vient de sortir. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup qu'il n'ait pas pu être commencé en 2017. Et ça faisait partie de nos points d'accroche avec le maire. Moi, je pense que c'était une erreur politique que de reporter ce projet. Si nous avions pu avoir cette maison de la santé pendant la Covid, on aurait pu vraiment beaucoup mieux accompagner nos habitants. Et puis aujourd'hui, le constat, c'est que les médecins s'en vont. Parce que des maisons de santé, il y en a tout autour. Bien sûr. Parce que d'autres villes n'ont pas attendu. Elles ont pu avoir cette dynamique de se dire, oui, si on veut accueillir correctement des médecins, il faut leur donner les moyens. C'est un enjeu d'attractivité d'une ville aussi, un médecin. Voilà. Et puis enfin, il n'y a pas que ça, effectivement. Nous avons pu travailler samedi, justement, lors d'une réunion citoyenne sur l'offre de santé. Il faut travailler avec l'ARS. Nous avons besoin dans le département, et ça c'est un projet plus large qu'il faut que tous les politiques soutiennent, nous avons besoin de faire en sorte que les internes puissent faire leur internat sur le département. Parce que là où ils font leur internat, c'est là où ils s'installent. Je voudrais qu'on parle quelques mots de votre campagne. Vous avez une campagne avec une vocation d'aller vers les habitants. Je veux parler quand même de ce clip aussi que vous avez fait, puisque vous m'en avez parlé aussi. Vous m'avez envoyé un communiqué dans ce sens-là, donc c'est vrai qu'il faut en parler. L'idée, campagne accessible pour tous, parler à tout le monde. Oui, exactement. Et puis le dire avec un peu de compétences et beaucoup de travail, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, ce clip, il a été fait, en interne quasiment. Nous avons créé les paroles, la musique, nous avons trouvé un studio. Et je dirais, avec les compétences mutuelles, certains ont des vraies compétences en tant que paroliers, d'autres pour mettre de la musique, d'autres ont une voix. Eh bien voilà, ça donne ça. Et on en est plutôt content parce que c'est très dynamique et très à notre image. Et dire que c'est une campagne, ça peut être positif aussi, c'est important. On aimerait que ça soit vraiment positif. L'idée, c'est de pouvoir effectivement soit faire une critique constructive. On peut dire qu'on n'est pas d'accord et pour quelles raisons, il y a des éléments concrets. Mais l'idée, c'est de ne pas critiquer pour critiquer ou s'attaquer aux personnes. On aimerait avoir une politique avec plus de hauteur. Ce serait intéressant. Merci Célia Jacquet-Léger d'avoir été avec nous, tête de liste Sannois à vivre. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, j'imagine, de toute façon. Oui, sur tous les réseaux. C'est lundi, et comme tous les lundis, place à votre chronique sport, Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 26 janvier 2026, on commence avec de la natation en eau glacée. En effet, le club d'Ezanville, aussi surnommé les Givrés, ont remporté 6 titres nationaux. Dans une eau à 4 degrés, les Givrés du club de natation d'Ezanville ont décroché 6 titres nationaux assortis de 2 records de France. À un mois de leur préparation au championnat du monde de natation en eau glacée,
qui se tiendra du 2 au 8 mars 2026 à Oulu, en Finlande. Les givrés se sont mis une belle dynamique lors du grand rendez-vous national à Saint-Louis. La discipline créée il y a une vingtaine d'années ambitionne d'entrer au programme des Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises. Dans une eau à 4 degrés qui a accueilli 220 participants dans le bassin à ciel ouvert du centre nautique, les givrés ont décroché 6 titres nationaux assortis de 2 records de France. Félicitations à eux pour leur parcours. Côté tennis de table, rendez-vous le 28 janvier 2026 à 19h30. L'AS Pontoise Cergy reçoit Rouen. Côté basketball, les Spartiates de Cergy-Pontoise s'imposent contre Éveil Récit Saint-Martin en 16e de finale de Coupe de France, 73 à 69. Prochain match le 31 janvier 2026 à 20h contre ESC Longo Amiens à l'extérieur. Et pour finir, côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise défaits contre les Boxers de Bordeaux 5-2 à l'extérieur. Prochain match le 27 janvier 2026 à 20h30 contre les Ducs d'Angers. C'était vos résultats sportifs de la semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine chronique sport sur RGB. Axel Maire, à lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est évidemment demain à 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse évidemment la parole à Damien Gissa pour la programmation. Côté programmation, eh bien, actu ciné. Alors, vous aurez du sport, l'actu ciné, streaming, de la musique électro et de la musique reggae. C'est ce qu'il y a au menu ce soir. À 19h, Farid Rouas et ses consultants vont recevoir vos joueurs de la scène locale du football amateur, voilà, et feront un hommage aussi à Roland Courbis dans le 100% football amateur. À 21h, toute l'actualité du grand et du petit écran, c'est dans Monsieur Cinéma et versus Mister Série. Votre soirée continuera ensuite en musique, d'abord électro avec Technotique de 22h à 1h et qui sera consacré ce soir à Daft Punk, puis reggae avec Vibes Zacom de 1h à 3h, la session de rattrapage de l'émission de vendredi qui était consacrée où Sam et JB, Ranking Sammy et JB recevaient le groupe The Strugglers, du moins une partie. Très bonne soirée à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, ça c'est pour le streaming, notre streaming à nous, ou encore sur les applications pour mobile, pour smartphone, les radios associatives et Radio Player France et plein d'autres. RGB en direct de Cergy-Pontoise et bien plus encore. RGB, votre radio locale sur 90.